Salut, ici Chris du Son du Mur. Alors un petit message un peu sérieux, une intro qui ne fait pas de vanne pour une fois, en préambule pour vous dire que la garde de nuit recrute. Bon alors vous allez me dire comme d'hab, et je vous répondrai que oui, le père Yoret n'est jamais revenu, donc forcément on manque un peu de main d'œuvre. En l'occurrence on cherche quelqu'un pour reprendre le podcast Le Son du Mur, donc quelqu'un qui a envie de préparer, enregistrer, modérer, monter et diffuser des émissions. Alors ça peut être plusieurs personnes, hein, pas de problème à ce niveau-là. C'est juste que moi, pour ma part, je terminerai ma garde à la fin de la saison, en juin prochain. Donc si vous cherchez un endroit où vous livrez à des débats, des analyses sur le trône de fer et sa déclinaison HBO, bah n'hésitez pas à nous contacter en MP. On recherche des gens et des projets pour donner un petit goût de nouveauté à nos émissions après 7 ans passés sous ma houlette. Sur ce, bon épisode avec Anne Besson et Nymphadora, et à bientôt sur le mur. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour cette nouvelle saison. Alors oui, il y a des retours qu'on attend et qui ne prennent pas toujours la forme que l'on souhaiterait. Parmi eux, il y a celui du Jedi, celui du Roi, mais aussi celui de notre podcast. Oui, je me compare ni plus ni moins à ces deux œuvres. Car non, nous ne parlerons pas tout de suite de la saison 2 de House of the Dragon. Pour ça, il faudra patienter le mois de novembre, notamment pour que notre invité du jour puisse terminer de la visionner. Oui, aujourd'hui, nous allons élargir un petit peu nos horizons, quitter le simple cadre de Westeros et Essos pour aller causer fantasy au sens un peu plus large et de la place de notre saga préférée dans celle-ci. Et pour ce faire, nous avons avec nous une des plus emblématiques spécialistes de la question, Anne Besson, bonjour. Bonjour. Et à mes côtés, pour causer au nom de la garde, et en tant qu'amatrice de fantasy, ni plus ni moins que la présidente de l'association, Nymphadora. Salut. Alors, Anne, tu as un parcours et un CV très très long, peut-être plus long que l'entièreté du Trône de Fer. N'exagérons rien. Comment est-ce qu'on pourrait résumer du coup ton parcours, si tu veux bien? Je te laisse te présenter peut-être, c'est le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur. Alors, je suis professeure des universités en littérature comparée à l'université d'Artois à Arras, où j'enseigne depuis vraiment longtemps, où je dirige le labo. Et depuis ma thèse, je suis spécialiste des expansions de mondes alternatifs, en particulier dans les littératures de l'imaginaire, en SF et surtout en fantasy. Donc, mes auteurs de prédilection, mes œuvres de prédilection, celles auxquelles je retourne sans cesse, c'est Tolkien, Rowling et Martin, hein, qui vont être les trois piliers de cette expansion des mondes imaginaires au XXIe siècle qui m'a beaucoup occupée. Et puis, avec Victor Batagion, là, je lance maintenant, sous peu, peut-être déjà quand vous écouterez ce podcast, un gros projet de revue qui s'appelle Chimère. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce projet-là du coup? Alors, on sous-titre Le meilleur des mondes imaginaires pour Chimère. Donc, c'est une revue qui est consacrée à nos genres de prédilection dans tous leurs médias d'expression. Donc, on va avoir à la fois des dossiers de fond, des chroniques, des entretiens sur les séries, sur les BD, les comics, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les livres, bien sûr, au premier chef. Et c'est comme une espèce de magazine culturel à la Télérama, mais sur la fantasy et la SF. Ça vise le très grand public, on tire à 35 000 exemplaires, et ça fait très très longtemps qu'une revue de ce type n'a pas été lancée. A priori, ça n'existe plus depuis à la fin des années 70, hein, ce genre de choses. Donc c'est un vrai défi, puisque c'est une revue papier qui n'a pas d'équivalent numérique, qu'on pourra bien sûr acheter sur les plateformes numériques, mais aussi dans les kiosques et les librairies. Mais voilà, le pari, c'est que l'imaginaire, il est réel, il est concret, il est matérialisé dans nos vies par cette revue papier, et puis que ce soit un très bel objet, un peu un objet de collection, voilà, quelque chose qu'on peut ranger dans notre bibliothèque à côté de nos volumes favoris.
Et alors, ça paraîtra tous les 3 mois, c'est ça? Oui, c'est un trimestriel. Le premier numéro sort le 27 septembre et puis le suivant un petit peu avant Noël, hein, plutôt vers le 20 décembre pour le suivant. Donc il faut l'acheter, il faut s'abonner, tout ça. Le premier, il est sur la couverture est sur le Witcher. Ouais, on va dire que ça va. Je crois que dans les gens qui nous écoutent, il y a assez de fans d'Henri Cavill pour bien aimer la couverture, je La pense. couve, elle est trop belle. Ah ouais, franchement, il y a une texture dessus qui est vraiment très très jolie. En plus d'Henri Cavill qui lui-même est pas trop laid. Mais, Ah, Henri. Est-ce que tu as le droit de teaser un peu le deuxième numéro ou parce que nous, on paraîtra un peu entre les deux, du coup, en termes de podcast ou... La couve et le gros dossier, ce sera sur War of the Rohirrim, donc Ah bah oui. l'animé tiré du Seigneur des Anneaux, et donc ça nous permettra de faire un petit dossier Tolkien, enfin un gros dossier Tolkien, mais par rapport à tout ce qu'il y aurait à en dire évidemment, c'est voilà, mais autour de cette sortie-là. Et puis qui sait, un jour Martine, avec Bon, Dunkelhoff, ça fait... c'est pas du tout impossible que ce soit dans nos tout Courant prochains dans les tuyaux. sujets 2025. d'intérêt. Mm. Ouais, exactement. Bon, bah, surtout qu'il va y avoir pas mal de choses à en dire, je pense, sur Dunkelhoff. Il y a moyen de causer de la chevalerie de manière un peu plus générale, je pense, derrière. Oui, là on avait, enfin sur House of Dragons, comme on est déjà sur des séries, voilà, on n'est plus sur le lancement de la première série, voilà, ça fait pas l'actualité qui peut nous retenir sur autour de Martine, même si Dieu sait qu'il s'en passe des choses, mais ouais, cette nouvelle installation là avec A Night of the Seven Kingdoms, ça va être une bonne occasion. Et du coup, bah, nos parcours se sont déjà croisés entre la garde de nuit et Anne Besson. Nymphadora, je te laisse peut-être prendre la parole sur ce type de sujet. Tu pourras peut-être mieux résumer que moi. Alors, résumé, je ne sais pas, parce qu'en fait, on s'est beaucoup croisés, notamment aux Imaginales. On a partagé quelques conférences. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne sur le YouTube de la garde de nuit une captation qu'on avait faite où Anne parle des imaginaires médiévaux et donc de Game of Thrones dans la fantasy. On avait également interviewé Anne en 2019, donc vous pouvez retrouver une interview passionnante sur notre site. Si vous êtes plus fan de papier de lecture que de vidéo. Oui, en Oui, 2019, la lecture, c'est plus que du papier. j'avais fait ce colloque juste après la fin de Game of Thrones, qui s'appelait Game of Thrones, un nouveau modèle pour la fantasy, qui est paru en 2019 ou en 2020, je sais plus. Les actes sont. Alors Voilà. moi j'ai 2020, mais c'est... Oui, ça doit être le colloque Voilà. était en 2019. Le colloque était en 2019 et la parution en 2020. Et on avait également été partenaire d'un ouvrage sur le Moyen-Âge et la fantaisie que tu avais dirigé chez ActuSF. Oui, déjà avec Victor. Déjà avec Victor, exactement. Du coup, sans aller beaucoup plus loin sur cette partie-là, Anne, toi, comment est-ce que tu as connu le Trône de Fer? Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Tu disais que c'était un des 3 piliers. Oui, j'ai dû commencer à le lire assez rapidement, hein, à la fin des années 90, au début des années 2000, puisque je travaillais déjà sur la fantasy, sur les grands cycles post-tolkieniens. En gros, j'ai beaucoup travaillé sur l'influence de Tolkien sur la fantasy par la suite. Et comme dans ce bouquin de Karen Haber qui s'appelle Meditation on Middle Earth, Méditation sur la Terre du Milieu, l'article de Martin est un des très beaux articles sur ce qu'il retient de Tolkien, ce qu'il retient et ce qu'il ne retient pas. Voilà, c'est un auteur qui d'emblée m'a intéressé de ce point de vue, comme du point de vue du renouveau de la fantaisie qu'il voulait apporter. Donc j'ai lu les romans et j'ai commencé à en parler sous cet angle-là, c'est-à-dire au sein de comme
une des dernières étapes en fait de la fantasy, ce que j'appelle post-Tolkien, c'est-à-dire à partir de la fin des années 70. C'est cette série de sagas qui s'inspire du Seigneur des Anneaux, avec une carte au début, des annexes à la fin, et puis au milieu, longtemps une quête avec un groupe de personnages, dont un certain nombre de petits jeunes personnages qui sont des quasi hobbits, voilà, et qui vont aller devoir voyager pour arrêter le Seigneur du Mal qui s'est réveillé. Bon. Euh, on a un petit peu de ça au début du Trône de Fer. Voilà, on a à la fois l'idée que le mal se réveille quelque part, et puis c'est ses enfants Stark, hein, qu'au départ, voilà, on suit. Ça va finir par être, ça va progressivement se transformer, le temps long de Martin le permettant. Mais au départ, voilà, ça m'intéresse comme un avatar de cette série-là, avec La Roue du Temps, avec Memory of Thorn and Sorrow, etc. Voilà, on a comme ça un ensemble de grandes sagas de fantasy épique, et Martin, au départ, semble s'inscrire dans cette lignée-là. Ah, c'est cool que tu mentionnes Tad Williams parce qu'on a eu un échange avec Emmanuel Chastelière alias Gilocène d'Elbakin. Je le signale là parce que c'est un échange que vous devez pouvoir retrouver. On avait fait ça sur Twitch. Nous, on connaissait, on savait que chez Martin il y avait l'influence de Tad Williams, mais on s'était jamais confronté au texte. Et je crois que Nymphadora, tu faisais partie de ces gens qui s'étaient confrontés à ce texte-là. Tout à fait. Et j'avoue que j'avais eu beaucoup de mal parce que c'était une traduction des années 90 et que à l'époque les traducteurs les traductions de fantasy étaient assez peu regardées et qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Donc je m'étais dit que je lirais peut-être le tome 2 mais en anglais. Oui, c'est une des bonnes sagas, mais c'est un peu vieilli justement parce que on les voit désormais comme une espèce de série. On les voit les unes par rapport aux autres. On a ce recul de l'accumulation des choses pareilles, qui font que on n'a plus forcément envie de lire ça, quoi. Et du coup, toi, Anne, tu vois le Trône de Fer un peu comme une coupure par rapport à cette ancienne fantaisie et comme un renouveau. Oui et non, comme une étape, comme un moment de transition. Et c'est valable aussi pour Robin Hobb. Oui, j'allais te poser la question justement. Il y a des vrais rapprochements, hein. On sait que Robin Hobb et George Martin sont proches, s'apprécient beaucoup, s'entrelisent, et sans le vouloir consciemment, se sont beaucoup influencés mutuellement, hein. Il y a vraiment des parallèles très très flagrants. Et tous les deux, ils ont vraiment cette même démarche qui consiste à partir d'un point de départ extrêmement classique, ce qui fait que si on lit que le début, on peut se dire que c'est encore la même chose, sauf qu'ils vont le twister très vite, pour nous amener finalement complètement ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que je parle de moment de transition, c'est que c'est pas une rupture non plus. Il y a au contraire, au départ, une volonté de s'inscrire très clairement dans les tropes du genre, mais pour en faire autre chose. Par exemple, ne pas faire revenir Gandalf. Oui, ouais, effectivement, la place de la magie fait partie de ces éléments qui diffèrent. Ceci dit, le mentor reste un incontournable, et donc va prendre des visages nouveaux, mais rester là en tant que personnage accompagnateur du jeune héros dans le début de sa quête. Ça reste. Tu vois, donc en fait, de toute façon, ça c'était déjà des Gandalf-like, il n'y en a pas tant que ça. Non. Voilà, il n'y en a pas systématiquement. Il y en a. En fait, chacun garde un certain nombre d'éléments, et puis pas tous. Mais Martin et Robin Hobb vont aller beaucoup plus loin.
Et ils vont aussi rajouter un aspect peut-être plus politique. Martin disait que lui, il se demandait un peu comment Aragorn, après, une fois qu'il a pacifié le royaume, avait pu gérer tout ça et qu'il voulait que le trône de fer y réponde. Oui, c'est une citation qui est effectivement connue de Martine, donc je suppose que vos auditeurs la connaissent bien, hein. Je la trouve un peu injuste en fait, donc parce qu'effectivement il dit alors c'est bien beau tout ça, Aragorn est arrivé au pouvoir et maintenant voilà qu'est-ce qu'il fait, comment il gère la situation avec les orques, tous ces petits bébés orques dans leur mignon berceau orque, un génocide des orques peut-être. Je trouve ça un peu injuste parce que lui-même, voilà, on attend de voir ce qu'il va faire en réalité. Et en tout cas, ce que la série a fait nous laisse clairement exactement dans la même position. C'est-à-dire que il y avait un article hilarant dans Le Monde ou dans Libération sur les défis qui attendent le gouvernement de Bran. C'était écrit comme un article vraiment de politique intérieure qui listait donc les défis écologiques, économiques, sociétaux auxquels ce monde renouvelé, certes, allait devoir se confronter. Et voilà, les défis n'étaient pas minces. Et donc, en fait, c'était vraiment l'équivalent de qu'est-ce qui attend Aragorn une fois qu'il a pris le pouvoir. Je trouve ça intéressant ce que tu dis au regard de. Alors, je sais pas je sais pas si tu as regardé, mais ce que font les Anneaux de pouvoir, pour le coup, en mettant du Martin dans du Tolkien, avec cette mention d'un génocide des orques, en faisant de Galadriel quelqu'un qui est probablement encarté à la NRA et qui souhaite détruire complètement ce peuple-là. En saison 1, on commence à avoir des éléments comme ça et qui, je trouve, pour le coup, même là, j'ai regardé les premiers épisodes de la saison 2 hier et je me suis dit, il y a quand même beaucoup de Martin dans cette nouvelle représentation de Tolkien, en fait. Dans le côté presque gritty fantasy de cet univers-là. Je pense que ça vient aussi de Peter Jackson, mais ça c'est une autre question. Est-ce qu'on peut encore faire du Tolkien sans passer par le film d'horreur ? Ça c'est encore autre chose, mais Alors peut-être que ton regard est un petit peu biaisé par la prépondérance de Martin, mais oui, si, c'est parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de gritty fantasy pour les Anneaux de pouvoir? Je sais pas. Non, je pense en termes d'habillage. Je pense pas forcément en termes de thématique, vraiment, mais la texture que ça veut avoir avec ce côté un peu crasse-pouille, un peu personnage pas très bien habillé, un peu en haillons, le côté grosse giclette de sang à l'écran quand même, hein, on a ça. Et c'est quelque chose qu'on avait chez Jackson, même si c'était gommé dans la version cinéma et que ça apparaissait plus dans la version longue, tu vois. Mais je me suis demandé si ça venait pas aussi de la manière. Si aujourd'hui, pour refaire du Tolkien, et ça va être intéressant, je pense, d'un point de vue de la question de War of the Rohirrim au mois de décembre, comment est-ce qu'on peut refaire du Tolkien sans être complètement influencé par Game of Thrones, en fait, au final. C'est plus par Game of Thrones que par Martin, au final. Ça, c'est vrai, ouais. Et même par le fait de mettre des personnages qui ne sont ni blancs ni noirs. Typiquement, le Sauron des Anneaux de pouvoir, ce n'est plus totalement une incarnation du mal de Tolkien. Tolkien a quand même une vision tellement plus noire et blanche que Martin, qu'aujourd'hui, je ne sais pas à quel point on peut faire du Tolkien ou du Tolkien-like très noir et blanc sans se poser la question des interstices et rajouter un peu de gris au personnage. Alors, je suis absolument d'accord qu'aujourd'hui, l'influence de Game of Thrones sur la fantasy après, et donc de la série, hein, essentiellement, elle est complètement indéniable. C'est une évidence, et donc ça se perçoit jusque dans les Anneaux de pouvoir. Après, je nuance toujours, Tolkien n'est pas manichéen, Tolkien c'est pas noir et blanc, il y a plein de personnages qui sont ambivalents déjà, et c'est les personnages ambivalents qui permettent à l'histoire de se faire. C'est Gollum, c'est celui qui celui qui sauve le monde, c'est Gollum. Bref, et donc ouais, parce que ça m'énerve toujours. Effectivement, Martin va plus loin et fait pas
c'est plus et le fait pas de la même façon, mais c'est plus une question de vision de la nature humaine, que de manichéisme. Tolkien est un catholique, il est porté par la foi et donc la vision de la nature humaine qu'il donne est porteuse d'espoir. Fondamentalement. Et elle a pour but de susciter, créer, ressusciter l'espoir chez les gens qui le lisent. Alors que Martin, pas du tout. Alors que Martin est un homme de la contre-culture américaine, un déçu de la gauche, enfin voilà, un homme d'aujourd'hui qui écrit plutôt dans le sens de pour continuer à alerter sur l'horreur du monde et la nature mauvaise des hommes. Donc c'est vraiment deux manières de voir les choses complètement différentes. Et alors Sauron, en fait, Tolkien l'a écrit comme ça dans le Deuxième Âge. Il n'est pas encore il n'est pas encore le mal désincarné et donc le mal voilà, à l'état pur qu'il deviendra. Et alors moi, dans les Anneaux de pouvoir, j'ai vraiment du mal à comprendre ce personnage en fait. J'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent qu'on en pense et si cette espèce d'ambivalence et de malaise qu'on ressent vis-à-vis de lui est voulu, jusqu'à quel point. Voilà, c'est un. J'arrive pas à savoir à quel point cette série est mal écrite ou pas. Enfin, c'est vraiment une question que je me pose. Hein. Moi, je trouve qu'elle est pleine de personnages. Alors, je vais donner mon avis là-dessus. Désolé pour les gens. C'était pas prévu au programme, mais elle est pleine. Cette série est pleine de personnages un peu girouettes, comme c'est nécessaire pour les séries américaines d'en avoir en fait. Et c'est notamment ce qu'on va reprocher finalement à Game of Thrones, pour revenir sur ce sujet-là, sur la fin de la saison 8, c'est d'avoir finalement ces personnages qui correspondent à des tropes de séries américaines, c'est-à-dire des personnages qui se retournent au gré des besoins scénaristiques de leurs créateurs. Mais de leur créateur méta, pour le coup, de leur créateur en tant que scénariste, quoi. Donc on a ça aussi, malheureusement, dans les Anneaux de pouvoir, avec ces personnages qui n'ont pas vraiment de ligne directrice et qui évoluent en fonction de ce que le scénario a besoin de faire d'eux, quoi. Moi, je le vois comme ça, mais après, peut-être, je veux bien être contredit. Allez-y dans les commentaires si vous voulez, le jour de la sortie du podcast. Mais... Non, on est d'accord, mais sauf que dans les Anneaux de pouvoir, ils n'ont jamais eu de ligne directrice, alors que dans Game of Thrones, ils en ont longtemps eu une qui leur a été donnée par Martin. Et donc, ça fait quand même une différence. Voilà, les personnages de Game of Thrones, on a le sentiment de les comprendre et de savoir où ils doivent aller, alors que les personnages des Anneaux de pouvoir, moi, je les comprends pas du tout et je comprends rien, en fait. Voilà, c'est ce sentiment de perplexité complète. Nafadora, un avis sur les Anneaux de pouvoir? Eh ben, j'ai pas supporté suffisamment la saison 1 pour regarder la saison 2 et je ne me l'infligerai absolument pas. En ce qui nous concerne, du coup, pour revenir à Martin, est-ce que... donc toi, du coup, ta découverte de l'univers de Martin se fait en VO. Ça, déjà, c'est un point que je voulais savoir. Oui, effectivement. Okay. Bah, moi, je lis toujours... je lis en anglais, hein, donc oui, j'ai pas souvenir de m'être intéressée à la question des traductions avant assez tardivement. Il y a beaucoup de choses à dire sur la traduction du Trône de Fer, on en reviendra un jour. On a toujours des podcasts traduction en attente qui dorment quelque part, en attendant de déchaîner les foules. Et dans les réflexions que je me faisais, tu disais que c'est un auteur indéçu de la gauche, quelqu'un qui va avoir été objecteur de conscience, etc. Donc c'est un parcours de Martin qu'on résume assez souvent. C'est quelqu'un qui est investi dans les luttes politiques propres à la fin des années 60 et au début des années 70. Et il y a un ouvrage là-dedans, on en a parlé avec William Blanc pendant 1h30 l'année dernière, qui est Armageddon Rag. Ouais, j'en ai reparlé dans le podcast qui est en rapport avec la musique chez Martin, du coup, moins de 3 mois plus tard. Donc, je vais renvoyer les auditeurs à ces 2 podcasts. Vous êtes normalement déjà bien 2h15 à vous taper sur Armageddon Rag. Peut-être Anne, tu veux dire quelque chose dessus? Non, je vois que tout a été dit, mais effectivement, c'était notamment ce roman-là que j'avais en tête, qui est vraiment très haut dans la liste des romans que j'aime. La fin est assez déceptive.
mais il faut pas le lire pour la fin. Mais c'est un peu comme le Trône de Fer finalement. Et puis c'est donc bourré de références à Tolkien justement. Hein, Oui. le groupe, dont ça met en scène un groupe de rock inventé, mais qui ressemble beaucoup à d'autres rock psychédéliques de la fin des années 70. Il s'appelle les Bon, Nazgûl. c'est un ersatz de Black Sabbath, vraiment, c'est dans l'état d'esprit un peu, quoi. Le chanteur est surnommé Hobbit, hein, et c'est voilà, donc c'est vraiment c'est un livre sur la manière dont la magie et le merveilleux tolkienien ont déserté le monde, hein, et comment et comment il est impossible de les faire revenir, et comment euh, voilà, c'est une tentation, un danger, ce type d'évasion là. C'est vraiment un roman qui est magnifique. Et triste. Et triste. Un peu quand Ouais, même, parce qu'on... Très triste, ouais, très triste, hein. Politiquement très triste. C'est vraiment Ouais. la désillusion Ouais. d'une génération perdue. Ouais, parce qu'on suit tous les membres du groupe et tous leurs amis, etc. Et on a plein d'histoires très touchantes de ce qu'ils sont devenus. Justement ces gens qui y croyaient. Et du coup, en parlant de personnages et de gens qui y croient, je ne sais pas où je vais avec cette transition, mais est-ce que tu as un personnage préféré, Anne, ou peut-être des personnages préférés dans la saga? C'est la question qu'on pose toujours à nos invités, hein, Oui, parce que c'est oui, un angle oui. intéressant, on trouve, par rapport à ce que d'où les gens parlent, en fait, finalement. Avec leurs personnages préférés, on situe un peu, généralement, les invités. Je sais pas si j'ai un personnage préféré, j'en ai plein que j'aime bien, et c'est compliqué entre ceux que j'aimais bien au début et dont je suis pas contente de ce qu'ils sont devenus dans la série à la fin, ceux dont je suis contente qu'ils soient à peu près arrivés là, et pour le coup, je pense à Tyrion et à Podrick, hein, voilà, très simplement. J'aimais bien les Tyrell, hein, j'aimais bien Margaery et Olenna, mais voilà, elles sont un peu disparues brutalement, sans avoir vraiment l'occasion de donner quoi que ce soit. J'aime bien les Lannister, j'aime bien Cersei et Jaime, j'aime bien leur arc. Euh, voilà, je fais quand même, ça en fait déjà pas Ça fait un mal. bon petit package. J'avoue que la réponse sur les Tyrell, Ouais. c'est pas une réponse qu'on a si souvent que ça. Bon, généralement, on a quand même des réponses autour du triptyque principal Daenerys, Jon, Tyrion. Même si je pense que Jon, on l'a moins, à mon avis, de par Kit Harington, à mon avis. Mais c'est quand même eux qui reviennent le plus souvent. Et puis Tyrion avec Peter Dinklage, généralement. Ouais, Tu ouais, oublies Arya, je crois. Ah oui, j'ai est oublié aussi Arya, une évidemment, j'ai énorme oublié fan favorite. Arya, ouais, qui a une ouais. fanbase impressionnante. Oui, c'est vrai que j'ai choisi aucun Stark, mais Est-ce que tu oui, n'es pas c'était très pas Stark finalement dans l'âme? ouais, c'est vrai que c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. J'aime bien un certain nombre de personnages secondaires. J'ai beaucoup aimé Oberyn Martell aussi. Et du coup, quand on reprend donc le Trône de Fer, quand il paraît, toi tu l'as découvert au moment de la parution ou tu l'as découvert un peu plus tard, Un peu quand plus c'est monté un tard, peu? puisque Ouais, c'est quoi? C'est 96 le premier volume. J'ai dû le ouais, c'est lire ça. en 99-2000, dans ces eaux-là. D'accord. Ouais. Avant Nymphadora. Alors je ne sais pas, je sais que je peux dater mon arrivée sur le forum au moment où le forum est arrivé, mais j'avais lu bien avant, donc je sais même plus quand je l'ai lu, mais je l'ai lu au lycée. Et pareil dans ces eaux-là quand même. Moi, je fais partie de ces gens qui ont attendu Fist for Crows avant d'attendre Dance with Dragons. Donc Bah, moi, la question que je me posais, et c'était la question que je me posais un peu en préparant le podcast, parce que je l'ai titré très putacliquement Le Trône de Fer est-il aujourd'hui has-been? C'est la question que je me pose, c'est est-ce que ce tome, le jour où il paraîtra, aura encore, s'il paraît, effectivement, est-ce qu'il aura encore je vais pas dire une légitimité, mais on va dire est-ce que ça sera encore une version de la fantasy telle que aujourd'hui on l'apprécie, ou est-ce que ça sera pas déjà un peu dépassé, ou même carrément dépassé? Est-ce que cette fantasy là a encore sa place aujourd'hui dans le paysage de la fantasy d'aujourd'hui? Bon, peut-être il faut resituer par rapport à la fantasy dans laquelle est sortie Martin aussi, sachant qu'il y a une double sortie, il y en a une en 96, il y en a une en 2011, on pourrait presque dire.
Mais voilà, moi je me posais des questions par rapport à tout ça, Anne. Je ne sais pas si tu peux nous Oui, est-ce éclairer qu'il y a une là-dessus. actualité encore Voilà. du trône de fer? Bah, difficile à dire vu qu'on ne l'a pas entre les mains. Vraiment, c'est Et sûr. donc, voilà, il y aura, bah, c'est d'autant plus dommage, mais bon, voilà, on le regrette Mm. tous, qu'il ne l'ait pas fait paraître pendant ou juste après la fin de la série, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un énorme buzz et puis d'un effet de comparaison qu'on a tous, enfin nous en tout cas, voilà, les gens vraiment intéressés par Martine et par le Trône de Fer, on a envie de pouvoir poursuivre cette comparaison. Moi, ça m'intéresse vraiment à titre professionnel parce qu'il y avait justement, il y a ça dans le manga, mais dans le manga et l'animé, mais sinon c'est vraiment rare d'avoir cette divergence Mhm. entre adaptation et œuvre originale avec une avance de l'adaptation. C'est un cas vraiment unique. Donc moi ça va m'intéresser, je vous le dis. Après, la dark fantasy, elle est encore très importante dans le champ éditorial de la fantasy actuelle. Euh, Elle prend des formes effectivement renouvelées et notamment beaucoup plus féminisées, mais ça reste une des tendances vraiment vraiment lourdes. L'influence de Martine, elle est elle est toujours aussi importante. Justement, cette marque qu'il a laissée et ou que la série a laissé sur le paysage de la fantasy qu'il a suivi, elle n'a pas du tout encore disparu. Alors maintenant, après, ouais, Martine est davantage attendue. C'est-à-dire que maintenant, on sait à quoi s'attendre et on ne va plus, ça va plus faire le choc de renouveau que ça a pu sembler faire plutôt en 2011 qu'en 96 du coup. Et donc il y aura plus cet effet de surprise. Mais c'est pas pour autant que son écriture ou sa vision du monde serait daté, il me semble. Mais moi, j'ai une perspective d'universitaire, c'est-à-dire que je m'inscris vraiment dans le temps long et beaucoup moins dans les péripéties de l'actualité. J'essaie de regarder les choses de manière un peu surplombante hein, et je continue à avoir cette influence. Et il me semble pas que les choses disparaissent ou se datent si rapidement, si facilement. Sinon, Tolkien serait plus là. Voilà, Tolkien, il a quand même, il écrit dans les années 30 hein, et on continue à le lire, à l'adapter, à se passionner pour lui, euh, alors même qu'on l'a enterré 100 fois. Donc il faut avoir ça en tête. Chacun des moments d'adaptation, chacune des occurrences de ces mondes expansifs, elles peuvent être des déceptions, mais elles sont aussi à chaque fois des relances d'un intérêt pour une œuvre qui est toujours redécouverte, qui est toujours remise à jour, qui est toujours réactualisée par les lectures qui en sont faites au fur et à mesure justement de ces reprises, qui sont des reprises régulières, qui vont être tous les 10 ans, tous les 20 ans, il va y avoir de nouveau, alors pour des entre guillemets produits Martine, il y en a beaucoup plus que ça pour le moment. Mais pour Tolkien, on voit bien que c'est cyclique. Il y en a un tous les 10 ans et hop, ça relance cette espèce de machine qui rétroagit sur l'œuvre originale. Donc il y a, enfin voilà, cette question de l'actualité de l'œuvre, faut pas la confondre avec celle de la pérennité qui est celle d'un ouvrage qui devient un classique. Et je pense, enfin voilà, j'ai bon espoir que le cycle de Martine en devienne un. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que Martine peut être un classique s'il ne finit pas? Parce que bon, il y a quand même un énorme risque qu'on soit sur une œuvre inachevée. Et est-ce que un cycle inachevé a quand même la possibilité de devenir un incontournable? Là encore, l'inachèvement est souvent provisoire.
Alors l'inachèvement d'abord n'est pas du tout à l'échelle de l'histoire littéraire un problème, parce qu'il y a de grandes œuvres inachevées qui sont des incontournables absolus, à commencer par le Conte du Graal de Chrétien de Troyes. Mais, Et bim. mais en fait, on n'est pas du tout, on a pour le coup pas du tout de certitude que il n'y aura pas un achèvement allographe par un autre auteur, dont on ne peut pas savoir ce que ça donnera, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup trop d'incertitudes pour le moment pour pouvoir parler de cette perspective-là. Mais en tout cas, oui, il me semble que si Martine publie un autre roman, puisque c'était ça la question de départ, ce roman-là, il sera intéressant. Il sera intéressant, il intéressera, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu crois que actualité n'est pas pérennité, mais est-ce que l'actualité ne risque pas de rattraper quand même un peu Martine et ne le rattrape pas même déjà à ce jour? Et notamment, tout à l'heure tu disais Martine est un homme de son temps, mais Martine, ça reste quand même un vieux monsieur qui a vécu le mouvement MeToo, par exemple, assez, à l'échelle de sa vie, c'est quelque chose de très très récent, et il n'a pas forcément tous les codes, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui aujourd'hui risque un peu de le bloquer? Typiquement, moi je pense à Feu et Sang qui fait une place totalement différente aux femmes que la saga principale ne le fait. Alors la série télé va encore un peu plus loin en faisant de ces deux héroïnes des héroïnes féministes, etc. Mais même au-delà de ça, le texte de Martine nous présente des femmes queer, et on sent que MeToo est passé par là. Et je me demande si, du coup, aujourd'hui, Martine ne risque pas d'avoir un peu peur d'écrire un Winds of Winter anachronique par rapport à une ère post-MeToo? Est-ce que c'est pas le genre de chose qui est paralysante? Comment on s'inscrit dans l'actualité quand on est un auteur, en plus un auteur pas tout jeune? Je vais faire juste une petite incise pour rappeler son âge. Martine, il est né en 48, il a 76 ans à l'heure actuelle. Voilà, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Fin de la parenthèse. Oui, pour un homme de cet âge, c'est déjà très remarquable qu'il soit disposé à s'adapter à ce point et à évoluer comme ça. Voilà, on en connaît qui n'ont pas vraiment eu la même, voilà, qui n'ont pas vraiment la même approche des évolutions sociales actuelles. Donc ça, c'est plutôt un signe en sa faveur. Là encore, moi, j'invite à prendre un peu de distance et ou de surplomb. Il y a des choses qui sont inflammables aujourd'hui et on a besoin de temps pour regarder ce que ça donne, ce qui en ressort. On a évidemment les grandes tendances, on les a, mais après on a beaucoup de critiques qui peuvent surgir dans tous les sens, vraiment. Voilà, c'est-à-dire littéralement des deux extrêmes et susciter beaucoup d'opposition autour d'à peu près tout. Et donc effectivement, ça doit être inquiétant et alors j'espère pas paralysant pour n'importe quel auteur et autrice. Non, donc les différentes adaptations de Martine, comme dans une moindre mesure celle de Tolkien actuellement, sont clairement des tentatives pour rester dans le mouvement. Et des tentatives qu'on peut donc juger de manière plus ou moins qu'on peut juger plus ou moins réussie, mais qui en tout cas vont dans le bon sens. Donc cette actualisation, elle se fait, elle se produit. Et les réflexions qui en sortent sont pas inintéressantes. C'est sans doute pas eux, ni Tolkien, ni Martine, mais c'est pas ce qu'on leur demande, qui vont le plus loin dans ce qui peut être considéré comme des avancées en termes de représentation, de personnages, etc. Mais eux visent un public beaucoup plus large, un public vraiment mêlé,
tout genre et investissement mélangés, des gens qui connaissent très bien, des gens qui connaissent rien et tout. Et donc, je trouve que c'est déjà vraiment intéressant qu'ils portent ces avancées-là. Ça fait avancer des choses auprès d'un public qui n'est pas forcément aussi éveillé que le reste d'entre nous. Ouais, moi, c'était une question que je me posais, c'était de savoir si aujourd'hui la meilleure version de Westeros n'allait pas être la version la plus pertinente d'un point de vue sociétal, n'allait pas être celle portée par HBO, parce que peut-être que lui n'était plus forcément dans ce mood-là, mais la réflexion de Nymphadora vient balayer un peu cet argument-là. C'est une réflexion qu'on s'était faite avec la Gazette du Sorcier en 2022 aux Imaginales, pour le coup, de savoir alors eux, ils sont dans une autre optique, ils ont pas du tout ils sont pas le même auteur, ils ont pas le même genre de problème que nous, puisque du coup ils sont pas du tout, eux ils sont sur un cycle terminé, hein, et puis ils ont un auteur qui ne pose peut-être pas les mêmes problèmes en termes on va dire de personnalité publique, voilà. Non, mais c'est voilà. une autrice qui ne se met pas à la page et qui, pour le coup, c'est ça, c'est un peu ce que je n'évolue pas sur la question. Oui, clairement. C'est ça. Donc, oui, du et coup, qui au contraire, c'est bloqué dans une position et glisse sur des trucs déments, quoi. Donc, la question que je me posais, mais tu n'as pas fini la saison 2 de House of the Dragon, moi c'était vraiment est-ce que le cadre de Westeros aujourd'hui n'est pas quelque chose de trop, on va dire, marqué par une autre époque pour pouvoir développer des thématiques justement autour du patriarcat, de la place de la femme. Alors je pense que oui, on peut le faire, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que les scénaristes essayent de s'émanciper de ça, ils tombent dans des problèmes de scénario, on va dire, plus que alors, c'est pas pour leur reprocher ni rien, c'est juste cette manière d'envisager par exemple, le rôle de la femme à Westeros a radicalement changé, en fait, entre ce qu'on pouvait avoir en 2011 à la sortie de Game of Thrones et ce qu'on a dans Feu et Sang. Mais est-ce qu'on a dans House of the Dragon? Mais je ne sais pas s'il est toujours pertinent d'utiliser le monde du Trône de Fer pour pouvoir aborder cette question-là. Je sais pas. En fait, c'était plus ça ma réflexion. J'ai pas forcément de réponse, hein, voilà. Oui, mais en fait, il y a vraiment il y a vraiment des représentations très différentes qui peuvent être envisagées d'un point de vue féministe. Soit effectivement, on est dans des mondes qui sont patriarcaux, dans des mondes fictionnels qui reproduisent un modèle patriarcal. C'est le cas du Trône de Fer. C'est le cas du Trône de Fer qui fait signe vers une histoire de l'Occident patriarcal médiéval. Et donc, c'est pas inintéressant parce que nous vivons dans une société patriarcale et nous vivons dans un héritage patriarcal. Et donc, ce type de cadre fictionnel-là nous permet de réfléchir à des alternatives qui prennent place dans ce qui est notre cadre et notre histoire. Et après, effectivement, on peut imaginer d'autres cadres fictionnels qui prendraient le parti, comme a pu le faire Ursula Le Guin, par exemple, dans certains de ses textes, de présenter d'emblée des mondes d'essayer d'imaginer des mondes qui ne seraient pas marqués par le patriarcat. Et donc ça, c'est encore un autre type d'ouverture. Mais voilà, les deux sont valables, les deux sont valides. Et je trouve que House of the Dragons, alors, permet peut-être moins des images intéressantes de l'empowerment féminin, parce que effectivement, les trajets des deux héroïnes sont, disons, relativement classiques. On a l'impression peut-être qu'on a déjà vu ça. Ces questions-là, ces questions posées au pouvoir des femmes, voilà, et dans quelle mesure et jusqu'où les femmes peuvent exercer le pouvoir. Même s'il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est le lien ou la déconnexion entre le pouvoir politique et le pouvoir domestique, le pouvoir au sein du couple. Voilà, comment est-ce que et c'est une question qui continue à se poser. Voilà, qu'on a du mal à envisager en tant que féministe, mais qui a le pouvoir dans le couple,
Voilà, ça continue à être un énorme enjeu intime, pas réglé du tout dans nos sociétés actuelles. Et avec une dimension érotique, etc. Enfin voilà, c'est une question qui est compliquée et qui vaut encore d'être vraiment explorée. Là où je trouve que House of the Dragon est intéressante, c'est plutôt dans les représentations de la masculinité, auxquelles on pense moins. Et je trouve en l'occurrence que Aegon ou que Aemon, j'essaie de me rappeler tous les noms. C'est facile, il y a un troisième, c'est voilà, Daemon, tu as juste à inverser et les lettres. Daemon, voilà, donne sont intéressants de ce point de vue-là. Alors, oui, parce qu'on peut voir vraiment des points communs entre eux qui sont sur la manière dont des formes de vulnérabilité masculine, Aegon, oui, maintenant Aegon, voilà, qui pleure son fils, Aemon, qui est avec cette prostituée qui ressemble à sa mère, bon, Daemon, bien sûr, comment cette vulnérabilité engendre la cruauté, engendre la violence, et engendre voilà, cette réflexion sur la violence masculine et ses causes. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être encore une vraie force de ce que Game of Thrones, enfin de ce que Westeros nous permet de penser. Là encore, parce que c'est une question qui est vraiment pas du tout suffisamment bien réglée. Voilà, la prise de conscience collective de la violence masculine et de ses racines. Après, à l'inverse, on peut penser à... Moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans les représentations de House of the Dragon, c'est le fait que systématiquement, c'est les femmes qui veulent la paix et les hommes la guerre. Et sur ce point-là, très précisément, je trouve que vraiment la série est complètement à côté de la plaque, à ne pas vouloir montrer aussi les femmes... Sauf Viserys. Viserys est effectivement quelqu'un d'assez pacifique. Mais on te montre que son pacifisme est une certaine forme de lâcheté aussi. Donc, du coup, je ça. sais pas comment trop l'interpréter. Je sais pas, moi justement, j'ai trouvé Viserys vraiment formidable parce que c'est un bon roi, justement. On nous dit c'est le personnage du bon roi. Ouais, mais c'est quelqu'un qui refuse de voir les conséquences qui sont déjà palpables en fait que de sa paix ne peut découler que la guerre parce qu'il refuse de régler les conflits. C'est en ça que je parlais de lâcheté, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse le conflit, et du coup, il a la paix, effectivement, et il meurt en paix, mais à quel prix pour les suivants, quoi, en fait. C'est plutôt ça l'idée. Mais là encore, il y a une forme de... T'as raison, Fadora, il y a une forme de simplification sur les hommes veulent la guerre et les femmes veulent la paix. Est-ce que c'est vraiment systématique? Oui, je pense. Après qu'il y ait des simplifications, qu'il y ait recours à des tropes, parce que globalement, enfin, voilà, je trouve pas que ce soit faux. Enfin, voilà, est-ce qu'il faut systématiquement nuancer ou est-ce qu'en l'occurrence, l'urgence, elle n'est pas plus d'éclairer ce problème voilà, quitte à ce que la lumière qui soit jetée dessus soit un peu crue. Je trouve qu'à force de vouloir systématiquement mettre de l'ambivalence dans tout, on peut effectivement faire quelque chose qui est plus riche de contenu ou de profondeur herméneutique, quoi, de possibilités d'interprétation, mais que la fantaisie, elle a toujours eu un but, c'est une littérature qui est morale, hein, justement, qui nous invite à réfléchir sur le bien et le mal, qui est un des seuls lieux fictionnels aujourd'hui où on peut faire ça. Et il est bon que certaines choses soient un peu claires. Après, le problème, enfin bon, mais ça, c'est un problème pour moi plutôt de la saison 2, mais qui est que, en fait, ce qui est écrit par Martine, in fine, c'est quand même aussi un personnage qui veut la guerre et qui est un personnage féminin, qui est Rhaenyra. Finalement, elle, dans le livre, elle veut la guerre, dans la série, elle veut la paix, mais de facto, comme ils suivent le livre et qu'il faut qu'il y ait des événements clés qui se passent, du coup, on a aussi des espèces d'allers-retours un peu gênants et la série ne s'assume pas là-dessus. Donc, on nous présente une femme qui veut la paix
et qui oublie parfois que oh ben mince, mais je viens de tuer plein de gens. Ah non, mais je veux la paix, je vous jure. Et c'est vrai que ouais, ça non, c'est vrai. affaiblit énormément les choses, mais ça, je pense que c'est effectivement un problème de C'est un problème d'angle, je pense, plutôt que de choix de sujet, en fait. Je pense qu'ils ont, voilà. ils ont raison de vouloir parler de ce sujet-là, mais ça rejoint en fait la réflexion que je faisais au début, c'est est-ce que enfin au début, il y a un quart d'heure, sur est-ce que en adaptant quelque chose qui vient du cadre de Martine, on peut vraiment mettre ces sujets-là sans se retrouver avec ce type de biais et de problèmes, en fait. Mais ça, c'est une vaste question. On pourra en parler que quand la série sera finie, je pense. On verra comment ça se terminera. Mais... Oui, puis ils ont à gérer aussi l'héritage d'Aénéris. Enfin, de Ouais. ce qui non, a mais c'est été sûr. fait Clairement. de Daenerys. Et donc, je pense aussi qu'il y a beaucoup de J'allais te lancer là-dessus, réactivité. justement. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Ils avaient cette héroïne qui finit par vouloir la guerre et la destruction, et qui peut-être l'avait toujours voulu. Et donc, ils essayent de réorienter leurs autres personnages contre Ouais. les effets un peu, les backlash qu'ils ont pu avoir au sujet de l'évolution de Daenerys. Et c'est vrai que pour le coup, l'œuvre de Martine ne les aide pas là-dessus parce que Martine nous présente quand même beaucoup de femmes de pouvoir qui, quand elles ont le pouvoir, vrillent parce qu'elles sont des mères. Et ça, c'est très compliqué, que ce soit Rhaenyra, que ce soit Cersei, que ce soit dans la série Daenerys. On a une espèce de simplification très rapide de la femme de pouvoir qui va vriller très très vite et très très fort, surtout quand on tue ses enfants. Et là, on est effectivement sur des choses qui sont que ce soit Cersei ou Rhaenyra. Tu peux prendre même Ou Catelyn, dans une même certaine forme. Catelyn, bien sûr. Mais... Ou même Visenya, qui est aussi une des premières femmes de pouvoir dans Feu et Sang. Enfin, il y a quand même un paquet de reines qui sont des reines. Dès qu'elles ont le pouvoir, elles sont pas super pacifiques. Oui, la méchante reine, c'est un très très vieux trope en l'occurrence. C'est une des représentations de la méchante les plus. Il n'y a qu'à ancrées. voir la scène où Cersei, juste après l'explosion du septuaire, est présentée avec sa robe noire et sa couronne. On est vraiment pas loin de l'image de Disney, pour le coup. Oui, tout à fait. Et du coup, pour changer un peu de sujet, parce que je pense qu'on pourra en parler longtemps, mais on va essayer d'en aborder d'autres. Sur le Moyen-Âge, toi qui as travaillé sur le Moyen-Âge, est-ce qu'on est justement dans le cas où on perpétue certains clichés sur le Moyen-Âge par le biais de Martine ou de la série, en tout cas d'un imaginaire médiéval, qui pour le coup, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui ça a toujours sa place? Est-ce qu'il faut toujours continuer à écrire dans ce type de cadre, justement, un peu crasse-pouille, de Moyen-Âge un peu crasse-pouille pour le coup? Ou est-ce que il faudrait qu'on en sorte petit à petit? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu constater sur des œuvres? Et puis par extension derrière, est-ce qu'on a des œuvres qui commencent à s'inscrire en rupture aussi par rapport à cette vision-là? Je ne sais pas si toi tu as déjà travaillé sur ces sujets-là ou... Oui, oui. Alors, donc Désolé, beaucoup de c'est questions en marrant une. parce que oui, c'est ça. Alors, j'essaye de me rassembler. C'est marrant parce qu'au départ, donc en 2011, et donc dans toutes les années, durant pratiquement toutes les années 2010, on a l'idée que Game of Thrones renouvelle la vision qu'on pouvait avoir du Moyen Âge jusque-là, de la fantaisie médiévale, disons. C'est vraiment un des angles médiatiques de promotion de la série. Qui est vous étiez habitué au Moyen Âge lumineux et à la fantaisie manichéenne, qu'elle n'est pas, de Tolkien. Et donc là, vous allez avoir justement ce choc de voir ce type de monde autrement. Et c'est expliqué en général dans ces années-là et par les médias sous l'angle historique. On nous dit c'est un Moyen Âge qui est
certes plus politique, mais qui est aussi plus historique, qui est plus vrai historiquement. Et on s'appuie pour ça sur les citations de Martine, hein, ce qu'il a dit Oui, lui-même qui sur joue largement le jeu, ouais, pour le coup. voilà, le Moyen Âge Mm. de Disneyland, des successeurs de Tolkien, versus lui, Maurice Druon, Les Rois Maudits, La Guerre des Deux Roses, etc. Voilà, hein, il place comme ça son ouvrage dans la lignée du roman historique, et même avec des références historiques précises, hein, qui vont être sollicitées. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Si on y réfléchit bien, c'est donc pas du tout nouveau, hein, puisque ce qu'il dit clairement, c'est qu'il s'inspire d'une tradition du roman historique qui jusqu'alors était peu exploitée par la fantaisie, mais qui existait beaucoup avant. Et donc, en fait, il retrouve des clichés sur le Moyen Âge qui sont pour le coup vraiment très anciens, et notamment ce Moyen Âge noir, ce Moyen Âge sombre, ce Moyen Âge sale, qui est celui de toutes les visions entre guillemets historiques du Moyen Âge, hein, depuis sa redécouverte par les romantiques au XIXe. On a un Moyen Âge lumineux, on a un Moyen Âge sombre, et l'œuvre de Martine s'inscrit très exemplairement dans les tropes, les clichés du Moyen Âge sombre, avec les épidémies, avec la violence, avec le manque d'hygiène, avec les mauvais traitements faits aux femmes, voilà, les violences systémiques sur les mariages, etc. Voilà, il reprend tout un package. Donc qui a pu sembler au moment de la première réception de la série représenter une nouveauté, et avec cet intérêt justement de la morale grise qui allait avec. Euh, S'en est suivi une grande vogue de la gritty fantasy, donc placée dans des mondes fictionnels qui sont des équivalents de celui de Martine, hein, qui reprennent les mêmes caractéristiques. Notamment Marc Lawrence, hein, va être un des grands représentants de cette tendance. Et puis, on commence à en sortir clairement. Alors, je le disais, il y a toujours beaucoup, le côté dark est toujours présent, mais il y a vraiment une volonté d'ouvrir le cadre spatio-temporel vers d'autres influences, d'autres aires géographiques et culturelles, et de ne plus être dans un Moyen Âge occidental pseudo-historique. Notamment parce qu'on a identifié, hein, c'est ce que je disais sur ces mondes patriarcaux, on a identifié l'excuse historique comme une des sources, hein, de problèmes de représentation dans les œuvres de fantasy, c'est-à-dire c'est le fait de dire je ne peux pas mettre de noir dans mon univers, puisque on sait bien connu, il n'y en avait pas au Moyen-Âge. Alors donc c'est pas vrai, il y en avait. Et puis en plus, c'est pas ce qu'on vous demande, il y a des dragons, donc vous pouvez mettre des noirs, c'est pareil, hein. Enfin, c'est pas, il y en a qui sont plus vrais que d'autres quand même. Donc cette excuse historique aussi sur la représentation des viols, etc. De dire voilà, puisqu'il y avait des viols ou puisqu'il y avait de la violence faite aux femmes, je peux donc la représenter de manière complaisante, hein, puisque le cadre historique me le permet. Donc pour essayer de renouveler le cadre de la fantaisie, et donc les histoires qu'on peut raconter, il y a voilà, une volonté d'écrire d'autres fantaisies. Un des exemples qui me vient, c'est Tasha Shuri, Le Trône de Jasmin, et ses suites. Donc c'est dark, voilà, c'est une histoire avec beaucoup de scènes tout à fait affreuses, mais qui se place, hein, dans un contexte indien, hindou-indien, et donc autour le très méchant purifie par le feu, hein, et purifie notamment les femmes par le feu, et une série d'héroïnes, mais aussi de héros, hein, vont
essayer d'enrayer la corruption qui touche le royaume tout entier, la nature elle-même, hein, donc les moyens de subsistance du peuple. Donc un cadre spatio-temporel qui est beaucoup plus original et qui permet donc des symboliques nouvelles autour du feu et de la pourriture, enfin nouvelles dans une certaine mesure, mais disons qu'un peu moins usées que d'autres, et qui permet de représenter des destins un peu différents. L'idée, c'est de réussir vraiment à qu'est-ce qui peut nous permettre de raconter de nouvelles histoires. Et donc, après, l'imagination des auteurs et autrices peut les amener à reprendre le même cadre pour y raconter d'autres histoires, ou alors à aller vers d'autres espaces. Voilà, les deux restent possibles, mais bon, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que le Moyen-Âge historique sombre à Lamartine n'est pas celui le plus propice au renouveau actuellement, pour le dire gentiment. Je me demandais si le fait de s'inscrire dans ce Moyen-Âge très cliché qui était globalement une vision habituelle du lecteur moyen américain n'était pas aussi tout simplement une forme de facilité. C'est-à-dire que pour raconter une histoire et pour raconter des personnages et avoir une impression de réel, une impression d'un monde complet, Martine joue avec des clichés que les gens ont en tête pour ne pas s'amuser à en plus tout recréer d'un bloc, en prenant donc quelque chose qui certes est une représentation fausse du vrai Moyen-Âge, mais qui est la représentation qu'on nous a biberonnée, donc qui est ultra facile ensuite pour pouvoir nous, en tant que lecteurs, nous projeter et nous dire regarde, là tu es dans un univers vraisemblable. Ça sonne comme du réel parce que c'est quelque chose que toi, on t'a expliqué, dont on t'a nourri pendant toutes ces années. Donc c'est une question aussi de facilité peut-être. Oui, ça me semble exact, mais en fait c'est le rôle du cliché, ça. C'est le rôle du trope, le rôle du cliché. Et en fait c'est pour ça que c'est du stéréotype, enfin, voilà, quel soit le nom qu'on lui donne. Et c'est pour ça que c'est complètement en fait vain de vouloir chasser les stéréotypes, parce que tu les chasses par la porte et ils reviennent par la fenêtre, parce qu'on en a besoin pour se comprendre, pour pouvoir voilà, pour avoir un minimum de partage culturel possible. On a besoin d'avoir des trucs en commun sur lesquels on s'appuie. Et effectivement, les auteurs et autrices font constamment appel à des espèces de pré-package d'imaginaire. Et Martine, quand il va, par exemple, voilà, tous ces différentes, les différentes régions, les différentes zones, Essos, Westeros, etc. Ça, voilà, Aurélie Paci a bien montré le rôle de l'orientalisme, par exemple, dans les représentations d'Essos et de Dorne. C'est une évidence. Il s'appuie éventuellement pour les détourner, mais souvent pas tant que ça, sur des imaginaires préconçus sur lesquels il va pouvoir accrocher sa fantaisie et raconter ses propres histoires. Mais effectivement, il a recours constamment à ces raccourcis culturels et c'est normal. En fait, on le voit là parce que on s'intéresse de très près, on décortique sa création, et donc on voit, quand on regarde de si près, on voit les échafaudages, on voit les briques de construction, et donc mais on voit peut-être même des choses que lui il n'a pas conscientisées, hein. C'est possible aussi. Probable. Ouais, c'est mais ça. du coup, Bah oui. est-ce que lui-même donc
avec ces personnages et ces parcours de personnages qui sont en train de devenir aussi des classiques de la gritty fantasy, ne permettent pas aussi de créer de nouvelles briques pour que les nouveaux auteurs, eux, puissent nous sortir de clichés dans l'univers, parce qu'ils reprennent eux-mêmes quelque chose qu'on connaît bien dans les parcours de personnages, et donc ils peuvent se le permettre aussi en nous réappuyant nous-mêmes sur ce qu'on connaît de Game of Thrones, de Martin, même de Robin Hood, etc. Quoi, en fait. Oui, mais alors on risque de tourner en rond assez vite, hein, parce que si on retourne si on retourne ce qu'ils ont retourné, bah voilà, on revient au point de départ ou Bah, du coup, pour aller vers la fin peut-être de notre entretien, parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on parle, est-ce que toi tu verrais aujourd'hui dans le paysage de la fantasy des choses qui seraient plutôt ou en rupture ou en continuité? En tout cas, tu as déjà parlé du Trône de Jasmin du coup, mais des œuvres ou qui poursuivraient le travail de Martin, peut-être dans le travail de ces thématiques, ou peut-être des choses qui amènent de nouvelles questions et qui sont tout aussi intéressantes dans la manière de renouveler la fantasy peut-être? C'est vrai que je les ai pas forcément tous suffisamment en tête. Il y a vraiment, c'est évident, une piste de renouveau très fort qui s'est ouvert avec le nouveau roman féminin de fantasy. À partir du prieuré de l'Oranger. Hein, disons c'est Samantha Shannon, c'est ça? Je suis pas sûre de Samantha. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le blog de la Garde de Nuit une interview de Samantha Shannon qui explique un peu la genèse de l'écriture, et qui explique en fait, c'est assez intéressant parce qu'elle nous explique comment elle a créé et comment elle s'est dit, ok, moi ce que je veux, c'est une histoire de fantasy très classique, mais que j'aurais voulu lire quand j'étais enfant, c'est-à-dire avec pas que des mecs, parce que globalement il y avait que des héros, et moi je voulais des héroïnes. Et donc c'est assez intéressant de voir son parcours intellectuel pour l'amener à écrire Le prieuré de l'Oranger. Oui, parce que ça, effectivement, voilà, on a là encore, tu l'as très bien dit, Nympha, donc quelque chose qui est à la fois classique, hein, avec cette opposition des deux types de dragons, enfin, et en même temps, qui nous a tous pris aux tripes par l'intérêt que ça réussit à réinsuffler à ces tropes pourtant déjà bien connues, déjà beaucoup lues. Et donc voilà, il y a là tout un vrai angle de renouveau avec des personnages non seulement féminins, mais beaucoup des personnages queer, hein, des personnages homo, des personnages trans, etc. Et oui, et là, il s'ouvre quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que la fantasy, de par les univers imaginaires qu'elle propose et les possibilités de magie, etc., a vraiment des tas de représentations possibles à donner et à inventer. Et là, il y a quelque chose qui se fait, qui est super intéressant. Et, et et c'est pas directement, c'est disons un des sous-éléments de ça, c'est la dark romance et bon la romantaisie. Et en particulier sa partie dark. Il y a plein de gens qui aiment pas ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Et on peut voir là un héritage étonnant de George Martin. Je vais me faire taper. Mais parce que vous voyez vous voyez le côté gritty, vous voyez le côté dark. La grande autrice pour ça, c'est Sarah J. Maas, hein, donc c'est une de ses séries, sa série la plus connue, c'est à partir d'un palais d'épines et de roses. Donc c'est une réécriture de contes au départ, hein, et avec des failles très cruelles, hein, et en même temps très fascinant. Donc c'est vraiment de la romantaisie, et en même temps les relations entre les gens sont hyper. Alors là, si vous voulez du gris foncé, c'est l'endroit où regarder. Hein. Et on n'aurait jamais fait un truc pareil avant Martine. Voilà, le fait de pouvoir imaginer des relations si tordues, des relations amoureuses, des relations incestueuses, des relations. Enfin, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est
un leg voilà, inattendu et vraiment secondaire de ce qu'a apporté Martine à la fantaisie, à savoir cette possibilité de brouiller complètement les cartes morales, hein, de les redistribuer fondamentalement et donc de renouveler ce rôle moral qui, voilà, pour moi est vraiment celui du genre, euh, mais voilà, en nous amenant à poser de nouvelles questions qui suscitent un certain nombre de malaises, mais qui en cela sont intéressantes. Donc voilà, je pense que on a ce qui est intéressant pour moi dans la fantasy actuellement, c'est ça, c'est donc la nouvelle fantasy féminine et queer, et aussi la dark romantasy, qui en est un des sous-genres et un des plus lus actuellement, parce que celles qui font le succès du genre, c'est les jeunes filles, et actuellement c'est ça qu'elles ont envie de lire, hein, et donc voilà, c'est ça qui va forcément se développer. Et est-ce que tu crois pas que c'est pas aussi un héritage de tout le courant young adulte, puisque globalement la romantasy, alors sans parler de la dark romantasy, mais la romantasy de manière générale, ça a un petit côté un peu continuité des romans young adultes, mais avec un peu plus de cul globalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, enfin, donc et qu'est-ce que tu veux dire par les romans young adultes? Qu'est-ce que tu as en tête? Alors j'avais en Twilight? tête, bon, ouais, voilà, par exemple Twilight, par exemple, les dystopies qui étaient super à la mode, les Hunger Games, Alors, donc on a les femmes fortes et on a, mais exactement. Twilight, c'est très prude. Oui, Ah oui, carrément, oui, même. oui, oui. Et donc, alors il y a ce côté fascination pour ce qui pourrait être le mal, mais qui ne l'est pas du tout. Mais donc effectivement, on a quelques petits éléments, mais le dark, c'est pas de là qu'il vient. Ouais. Voilà, et le fait que ce soit de la fantaisie. Donc si tu mets dark plus fantasy, bah voilà, qui sont les deux nouveaux ingrédients. Parce que bien sûr que ça s'inscrit dans cette lignée-là, c'est éditorialement, voilà, c'est dans les publics que ça vise et dans le projet éditorial qu'il y a derrière. Tu as tout à fait raison, c'est cette lignée-là. Sauf que sauf qu'entre les deux, il y a Samantha Shannon et donc il y a vraiment il y a un rôle de la fantasy et de la fantasy post-Martin. Moi, je me demandais aussi s'il y avait un équivalent peut-être plus feel good aussi de la fantasy qui serait peut-être né de cette vague de fantasy à la Martine, peut-être un peu trop noire, où les gens peut-être en ont un peu marre. Mais je me suis demandé, c'est une question que je me suis posée parce que je vois par rapport à ce qu'est on va dire de la SF feel good de Becky Chambers, par exemple, ou des choses comme ça, s'il y avait des équivalents qui seraient nés finalement, alors peut-être pas forcément peut-être plus d'une réaction que d'une continuité de Martine, de cette envie de peut-être sortir à la fois du côté peut-être épique et du côté politiquement s'intéresser peut-être à des gens un peu moins élevés d'un point de vue des sphères sociales, mais aussi avoir un truc qui soit plus recentré sur quelque chose qui fait du bien, quoi. Parce que la Ouais. fantaisie a cette capacité-là aussi, quoi. Alors j'ai un autre exemple de gritty fantasy avec une héroïne et écrite par alors Bénédicte Coudière, elle a écrit pour nous pour le premier numéro de Chimère tout un dossier sur les nouvelles nuances du dark, hein, sur lequel vous aurez compris je suis un peu au point. On voit Et ça. un des textes qu'elle a choisi, c'est Quand vient la horde de Aurélie Luong, avec voilà, sur un fond de Russie mongole. Donc ça aussi, bon, ça c'est un autre bon exemple de dans la continuité de Martine et en même temps voilà dans ces nouvelles tendances de la fantasy. Après il y a un peu de fantasy feel good, je sais plus comment ils ont appelé ça, c'est pas La domestique. cozy fantasy. C'est de la cozy fantasy, Oui. Tout à fait, avec Les gens délatés de Travis Ouais. Baldry, là, avec l'orque qui devient barista. Donc oui, ça existe, ça me
ça me semble pour l'instant très très minoritaire. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt en réaction au Covid. J'en ai vu passer beaucoup, mais très récemment, et je me demande si c'est pas plutôt que les gens ont besoin de réconfort et d'un truc un peu chaud après la période Covid, parce que c'est apparu pile en 2021, au moment où les gens avaient besoin d'être justement un peu coucounés, et qui avaient un peu trop souffert psychologiquement, et donc qui avaient peut-être pas en plus besoin de s'en rajouter du dark. Et il est très possible que ces deux tendances, vu que la dark fantasy et la dark romantasy prennent des formes assez extrêmes, il y a tout à fait un effet de balancier qui se ferait avec la cosy, et il n'est pas du tout impossible que les mêmes personnes lisent les deux. Oui. Voilà, en fonction du sentiment qu'ils ont envie de produire en eux. Et alors, Anne, pour continuer dans les recommandations, puisque de toute façon, la garde de nuit se transforme petit à petit en club de lecture en attendant le tome 6, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander d'autre à titre personnel, pas forcément dans l'héritage de Martine pour le coup? Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Parce que alors moi je lis effectivement beaucoup. Là, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé Les Beaux et les Élus de Nguy Vo. C'est chez La Talente. C'est une réécriture de Gatsby magnifique avec de la fantaisie dedans. C'est génial. Enfin, c'est vraiment, c'est super beau, super bien écrit. J'ai adoré ça. Nguy Vo, VO ou VOH. Les Beaux et les Élus, La Talente. C'est mon coup de cœur du mois dernier. On note tout ça. Bah, alors, ça n'a vraiment rien à voir pour le coup. Ah oui, non, pour le coup. Pas en rupture, ça n'a rien à voir. Moi, je peux donner le dernier coup de cœur de la garde de nuit côté manuscrit de Mestre Raymond, qui est notre club de lecture officiel sur Twitch. Les derniers livres qui ont reçu nos lauriers, il y a la saga Commence de Naomi Novik, qui se tient très très bien en 3 tomes et qui est très très chouette, qui est très fun. Et on a adoré aussi récemment 1000 pertuis de Julia Thévenot, qui pour le coup est plutôt jeunesse, et mais qui est vraiment très très chouette, et qui reprend plein de petits éléments et plein de petits clichés pour en refaire des choses super originales, et qui est très très sensorielle. La sorcière sans nombril, exactement. Et c'est hyper sensoriel. C'est vraiment, c'est très 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 chouette. Et donc ça a eu le coup de cœur, les 3 coups de cœur de nos lecteurs récemment. Et ben voilà. Moi, j'ai passé un été dans les années 90, personnellement, puisque du coup, en entendant Anne sur Blockbuster, je me suis relancé dans les Aventuriers de la Mer, donc du coup, je suis revenu 25 ans en arrière. J'avais commencé à le lire en me disant, je crois que c'est pas trop, j'arrive pas à accrocher. Je me suis dit, j'ai dû rater un truc, j'ai recommencé, c'est bien. Ouais, voilà. C'est très bien, les Aventuriers de la Mer. Mais bon, on fera des parallèles entre Altea et Aria une autre fois. On espère que vous vous portez bien, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci Anne pour d'avoir accepté notre invitation et d'être venue dans le son du mur. C'était passionnant, merci beaucoup. Merci à vous, effectivement, très bonne discussion avec des super connaisseurs. Et pour la suite du programme, il y aura pas mal de choses dans cette saison. Vous aurez notamment un bilan de la saison 2 avec la garde de nuit, du coup, qui vous attendra plutôt pour le mois de novembre. Une analyse de personnages, je pense qu'on reconvoquera Nymphadora au mois de décembre pour analyser le parcours de Jon Snow en mettant un peu de Joseph Campbell dedans quand même. Et voilà, vous avez tout un tas de choses qui vous attendent. Il y a également les Twitch, les manuscrits de Mestre Raymond, tout un tas de trucs avant qu'on reprenne probablement une activité un peu plus, on va dire, intense avec l'arrivée de Dunkelhoff l'année prochaine. Et puis, en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Est-ce que j'en oublie? On a un Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Et sur ce, à bientôt sur le mur et portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.